Après 13 ans à bâtir un empire de 120 $, mon patron m'a remplacé par sa fille. Quand il m'a demandé de la former, j'ai tout simplement démissionné, effaçant leur sourire. Vous pouvez garder votre titre de vice-président, Antoine, mais ma fille Brigitte prend la direction financière à partir d'aujourd'hui pour que cela fonctionne avec le budget de l'entreprise. Nous avons besoin que vous acceptiez une réduction de salaire de 15%. Tels furent les mots exacts de mon patron et supposé ami Julien Dubois à 8h45 un lundi matin pluvieux. Je me tenais au bout de la table en acajou chez Dubois Logistique Mondiale, entièrement paralysé. Pendant 13 longues années, j'avais mis toute mon âme dans cette firme de logistique, la faisant passer seule d'un entrepôt en difficulté à un empire mondial de 120 millions $. J'étais entré dans cette réunion m'attendant pleinement à ma promotion promise de longue date au poste de directeur financier à part entière. Au lieu de cela, je fixais la fille de Julien, Brigitte, 23 ans, une jeune diplômée sans aucune expérience en finance d'entreprise. Brigitte était sur son téléphone, faisant nonchalamment tournoyer une mèche de cheveux autour de son doigt. Elle leva les yeux, me fit un sourire d'une douceur écœurante et dit « Merci de votre compréhension, Antoine. Je vais avoir besoin que votre bureau soit vidé d'ici le milieu de la matinée. Il a la meilleure lumière naturelle, et honnêtement, votre tenue de ville standard ne correspond pas à l'esthétique élite moderne que nous voulons pour Osso White. Vous pouvez utiliser le cubicule près du transit pendant que vous me formez. » Le silence était total dans la pièce. Les autres cadres regardaient leurs bloc-notes, bien trop lâches pour croiser mon regard. Ce que Julien et sa fille arrogante ne réalisaient pas, c'est qu'ils venaient de déclencher une réaction en chaîne catastrophique qui allait anéantir tout ce qu'ils possédaient. Mon nom est Antoine Leclerc. J'ai 58 ans et en tant que vice-président des finances et directeur financier par intérim, j'étais littéralement le moteur qui maintenait Dubois Logistique Mondiale. À cet instant précis, une vague froide de clarté absolue m'a envahi. La colère brûlante dans ma poitrine a instantanément gelé en une stratégie pure et non altérée. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas imploré mon poste ou rappelé mes sacrifices. Je vois, ai-je dit, ma voix complètement calme et posée sous une immense pression. Julien hocha la tête, l'air incroyablement soulagé que son loyal bourreau de travail ne fasse pas de scène devant les associés juniors. Bien, dit-il doucement. Brigitte a un énorme bonus de signature d'entreprise, donc ajuster votre salaire nous aide à équilibrer proprement l'allocation exécutive. Nous savions que nous pouvions compter sur votre loyauté indéfectible, Antoine. Ce fut sa toute première erreur. Il a pris mon silence professionnel pour une faible obéissance. J'ai levé les yeux vers l'horloge numérique élégante fixée au mur de la salle de conférence. Il était exactement 9-5 du matin. J'ai soigneusement bouché mon stylo-plume, l'ai glissé dans ma poche de poitrine et j'ai fermé mon porte-documents en cuir d'un clic doux et définitif. Je me suis levé, lissant délibérément mon blazer, sentant le poids du moment. Je n'aurai pas besoin du cubicule, Brigitte, ai-je dit doucement, regardant directement la jeune fille qui pensait pouvoir hériter d'un empire mondial massif devant une tasse de café matinal. Je me suis ensuite tourné vers Julien, l'homme que j'avais traité comme un frère et un mentor pendant plus d'une décennie, et, je n'ajusterai pas mon budget pour votre bonus de signature, Julien. Je me suis retourné et j'ai marché vers les lourdes portes vitrées de la salle de conférence. Julien fronça les sourcils, se raclant bruyamment la gorge. Antoine, où allez-vous? La réunion n'est pas ajournée. Nous devons passer en revue le grand livre international avant 9h30. Je ne lui ai pas répondu. Je suis sorti dans le couloir, suis passé devant mon bureau d'angle sans même m'arrêter pour mes affaires personnelles, et je suis entré dans l'ascenseur. Tandis que la porte métallique se refermait, l'horloge numérique dans le couloir indiqua exactement 9h du matin. J'ai fouillé dans mon sac, sorti mon téléphone professionnel et l'ai complètement éteint. J'ai murmuré à moi-même dans l'ascenseur vide que Julien n'avait absolument aucune idée qu'en me forçant à partir, il venait de signer l'arrêt de mort de sa propre entreprise. Pour comprendre pourquoi ma sortie à exactement 9h du matin était un coup fatal pour Dubois Logistique Mondiale, il faut comprendre le volume de sang, de sueur et de larmes que j'ai versé pour cette entreprise au cours des 13 dernières années. Je n'étais pas seulement un cadre qui est entré dans une machine d'entreprise préconstruite confortable. Quand j'ai franchi les portes de Dubois pour la première fois à 45 ans, ce n'était pas un empire de 120 millions de dollars. C'était un entrepôt opérationnel chaotique, en déficit, en difficulté, de 4 hommes, opérant dans un parc industriel exigu avec un chauffage cassé et des fuites au plafond. L'entreprise était confrontée à une faillite imminente dans les 3 mois,
ses comptes bancaires étaient à découvert de 50 000 $, et ses fournisseurs menaçaient constamment de saisir son inventaire minimal. À l'époque, il s'est effondré devant moi lors de mon entretien, admettant qu'il ne savait pas comment il allait payer les salaires la semaine suivante. J'ai pris un risque professionnel énorme. J'ai refusé des offres lucratives d'institutions financières établies et j'ai choisi de rester et de construire. J'ai travaillé 90 heures par semaine, vivant pratiquement sur un lit de camp bon marché que j'avais installé dans l'arrière-bureau près des serveurs. J'ai construit à moi seul toute leur infrastructure comptable à partir de zéro, les faisant passer de registres papier désordonnés écrits à la main à un système de suivi automatisé hautement sécurisé. J'ai géré chaque dollar de flux de trésorerie volatile qui a maintenu les lumières allumées pendant ces sombres premières années. Mais ce dévouement professionnel a exigé un prix personnel dévastateur. J'ai sacrifié mes 40 et 50 ans pour construire le rêve de Julien. J'ai manqué la remise de diplôme universitaire de ma seule fille parce qu'une crise de transport maritime international avait pris du retard un samedi soir. J'ai manqué d'innombrables anniversaires, jours fériés et étapes familiales. Me disant toujours que cela en vaudrait la peine au final. Finalement, ma concentration intense sur l'entreprise a conduit à un douloureux divorce silencieux. Ma femme m'a dit qu'elle avait l'impression d'être mariée à un fantôme qui ne rentrait à la maison que pour dormir et consulter ses emails. J'ai sacrifié mon propre bonheur parce que je priorisais les urgences d'entreprise constantes de Julien tard dans la nuit avant tout le reste dans ma vie. J'ai même utilisé mes propres cartes de crédit personnel pour financer la première grande paie de l'entreprise il y a 13 ans, lorsqu'un chèque de client a été rejeté, risquant tout mon avenir financier pour une entreprise qui n'était même pas la mienne. Pour comprendre pourquoi je suis parti sans la moindre trace de culpabilité, il faut regarder le mépris absolu qui s'est déroulé pendant les 48 heures précédant cette trahison en salle de conférence. Le point de rupture n'a pas réellement commencé le lundi matin. Il a commencé le week-end lorsque mon logiciel d'audit médico-légal automatisé a signalé une série alarmante de dépenses d'entreprise massives et anormales. Une carte de crédit d'entreprise nouvellement attribuée à Brigitte Dubois avait été agressivement utilisée en Europe pour des dizaines de milliers de dollars. Les registres montraient des hôtels de luxe 5 étoiles à Paris, des virées shopping haut de gamme sur les Champs-Élysées et plusieurs vols en première classe, le tout grossièrement mal catégorisé dans notre système comme « recherche de marché international essentiel ». C'était un cas d'école de dissipation d'actifs d'entreprise, une grave violation du devoir fiduciaire. Mais cela a empiré. Lorsque j'ai retiré les justificatifs de dépenses physiques, j'ai réalisé que Brigitte avait littéralement falsifié ma signature sur les formulaires d'approbation. Selon l'article 470 du Code pénal californien, la falsification de documents financiers est un crime grave. Le dimanche après-midi, poussé par ma profonde loyauté envers la firme, j'ai appelé Julien à une réunion privée au bureau pour lui présenter les preuves de cette malversation financière flagrante. Je m'attendais à ce qu'il soit choqué ou au moins reconnaissant que son vice-président des finances ait détecté la violation avant qu'un audit fiscal externe ne se produise. Au lieu de cela, dès que j'ai posé les imprimés financiers sur son bureau, le visage de Julien est devenu d'un rouge défensif profond, il a claqué la main sur le bois d'acajou, rejetant complètement mes rapports détaillés. « Comment osez-vous suivre les dépenses de développement de ma fille, Antoine ?» a-t-il claqué, sa voix dégoulinant d'une hostilité soudaine. Brigitte est l'avenir de cette entreprise. Si elle a besoin de comprendre le paysage des consommateurs de luxe pour étendre notre empreinte logistique, ces dépenses sont complètement justifiées. Franchement, cette petite jalousie prouve exactement ce que je pensais dernièrement. Vous avez atteint votre plafond professionnel ici. Vous êtes un excellent comptable, mais vous manquez complètement de l'esthétique élite moderne et de la vision globale nécessaire pour représenter Dubois sur une scène vraiment internationale. Je suis resté là, complètement stupéfait, tandis que l'homme que j'avais sauvé de la faillite personnelle me faisait douter de ma propre valeur. Mais il n'avait pas fini. Il a fouillé dans son tiroir et a fait glisser un contrat de travail révisé de 3 pages sur le bureau vers moi. C'était une rétrogradation formelle enveloppée de jargon d'entreprise. Les nouvelles conditions supprimaient mes primes de performance annuelles, révoquaient complètement mon accès administratif à nos comptes bancaires principaux et exigeaient explicitement que je remette tous les mots de passe-maître et codes d'accès au système à Brigitte d'ici le lundi matin. J'ai regardé l'homme qui m'avait promis 15% de capitaux propres pour 13 ans de sacrifice et j'ai réalisé que chaque mot qu'il m'avait dit était un mensonge. C'est à ce moment précis que mon interrupteur psychologique interne a basculé. La loyauté mal placée qui m'avait enchaîné à cette entreprise toxique pendant plus d'une décennie s'est complètement évaporée, remplacée par un détachement froid et calculateur. Je n'ai pas argumenté.
Je n'ai pas défendu mon bilan ou rappelé les 72 heures que j'avais passées à sauver sa maison de la saisie. J'ai simplement pris le contrat, lui ai dit que je le lirais et je suis sorti de son bureau. J'ai passé le reste du dimanche soir à m'assurer discrètement que mes systèmes propriétaires étaient complètement sécurisés, laissant chaque fichier d'entreprise exactement comme il devait l'être légalement, sans la moindre trace de sabotage illégal. Je n'avais pas besoin de détruire l'entreprise. J'avais juste besoin de laisser sa nouvelle direction la gérer. La dernière goutte de dégradation s'est produite le lendemain matin, quelques minutes avant la réunion fatidique du conseil d'administration. J'étais à mon bureau lorsque Brigitte est entrée nonchalamment dans mon bureau, tenant un latte glacé dans une main et une énorme boîte en carton froissée dans l'autre. Sans demander, elle a vidé la boîte physique directement sur mes genoux, renversant des centaines de reçus personnels désorganisés, froissés et tachés de café sur mon bureau. « Tiens, Antoine, dit Brigitte d'un geste de la main manucurée. Mon père a dit que vous alliez m'aider maintenant. Passez-les en revue et réconciliez-les dans le système avant le déjeuner. Assurez-vous qu'ils sont tous approuvés sous la catégorie voyage d'affaires et essayez d'être rapide. Je veux que mon nouveau bureau soit entièrement vidé avant midi. » J'ai baissé les yeux sur les reçus tachés sur mes genoux, puis sur son visage arrogant et moqueur. Toute trace persistante d'hésitation ou de regret que j'aurais pu nourrir a disparu instantanément. Cette dégradation absolue a effacé ma culpabilité restante, me faisant réaliser que se battre pour la reconnaissance dans cet environnement toxique était entièrement inutile. J'ai tranquillement empilé les reçus dans la boîte, me souvenant de la formulation technique exacte des protocoles de sécurité de la banque alors que je préparais ma dernière contre-stratégie silencieuse pour la salle de conférence. De retour dans la salle de conférence, alors que Brigitte souriait et que Julien s'adossait à sa chaise en cuir, attendant que je craque, j'ai fait quelque chose qu'il n'attendait pas. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas frappé les mains sur la table. Au lieu de cela, j'ai laissé échapper un souffle doux et lent, j'ai soulevé la boîte en carton pleine de reçus personnels tachés de café et je l'ai remise au centre de la table en acajou, directement devant Brigitte. Bonne chance pour la transition, ai-je dit, ma voix complètement posée, avec un sourire poli et troublant qui fit vaciller le sourire de Julien. Il était exactement 9h moins 10 du matin. Je me suis retourné et je suis sorti calmement de la salle de conférence, laissant un silence lourd et confus derrière moi. J'avais exactement 10 minutes avant mon délai strict de quitter le bâtiment à 9h, et j'avais l'intention d'utiliser chaque seconde avec une précision mathématique. Ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais passé la veille à me préparer à ce scénario exact. Je suis entré dans mon bureau, j'ai fermé la porte et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Je n'ai pas supprimé de fichiers d'entreprise, et je n'ai pas détruit de données. Ce serait du sabotage illégal, et je suis bien trop intelligent pour leur donner un avantage juridique sur moi. Au lieu de cela, j'ai exécuté une série de manœuvres de protection impeccables et entièrement légales. Premièrement, je me suis systématiquement déconnecté de tous mes portails bancaires personnels et de tous les réseaux d'entreprises chiffrés. J'ai initié un effacement sécurisé de mes données professionnelles personnelles, de mes historiques de navigation et de mes informations d'identification enregistrées, m'assurant que mes 13 années de raccourcis financiers spécialisés disparaissaient à jamais de cette machine. J'ai officiellement révoqué la licence de mon algorithme propriétaire de routage fiscal dynamique en vertu du titre 35 du Code des États-Unis, section 271, les empêchant légalement d'utiliser ma propriété intellectuelle. Ensuite, est venue la manœuvre opérationnelle critique. Je me suis dirigé vers le petit rack d'utilitaire réseau monté à l'intérieur de mon placard de bureau. Connecté au pont principal se trouvait mon jeton de sécurité matériel biométrique propriétaire, un petit appareil USB noir câblé à mes clés de chiffrement spécifiques. Cet appareil était le seul pont mécanique qui permettait aux systèmes financiers automatisés de l'entreprise de diffuser notre flux de données de conformité quotidien à notre banque prêteuse principale. Sans lui, la plateforme automatisée de gestion des risques de la banque ne recevrait que du bruit statique. J'ai méticuleusement détaché le jeton matériel du port du serveur, les mis dans ma poche et les refermé. J'étais légalement dans mes droits. Le jeton avait été émis sous ma licence de conformité personnelle, et non celle de l'entreprise. À 3 minutes de l'heure, j'ai ouvert mon email et rédigé une lettre de démission concise, d'une clarté dévastatrice, d'une seule phrase. Je n'ai pas écrit un essai détaillant mes griefs. Je n'ai pas critiqué Brigitte ou mentionné la réduction de salaire. J'ai simplement écrit « Veuillez accepter cet email comme notification formelle que je démissionne de mon poste de vice-président des finances avec effet immédiat à 9h du matin en raison d'une rupture matérielle du contrat verbal par la direction générale. »
J'ai ajouté le chef des ressources humaines, Julien, et chaque membre du conseil d'administration à la ligne des destinataires. Mon doigt a plané sur le pavé tactile pendant une fraction de seconde. J'ai appuyé sur envoyer. Avant d'éteindre mon ordinateur portable pour la dernière fois, j'ai pris mon téléphone portable personnel. J'ai composé un numéro que j'avais mémorisé depuis 4 ans. La ligne directe du partenaire directeur de Zénith Partenaires, le rival industriel le plus important et le plus agressif de Dubois. La firme avait passé les 48 derniers mois à essayer de me recruter, m'offrant des packages de compensation massifs que j'avais maintes fois refusés par loyauté mal placée envers Julien. Le partenaire directeur a répondu à la deuxième sonnerie. « Antoine, à quoi dois-je ce plaisir ? J'appelle pour vous faire savoir qu'à partir de maintenant, je suis officiellement un agent libre, ai-je dit, ma voix nette et confiante, et je suis prêt à discuter. » Nommez l'heure et le lieu, a-t-il répondu, son excitation palpable à travers la ligne. « Faites que ce soit à Paris cet après-midi, à votre siège social, ai-je dit. Et assurez-vous que vos équipes juridiques et d'acquisition sont dans la pièce. J'apporte avec moi une opportunité de 80 millions de dollars. » J'ai raccroché, glissé mon téléphone personnel dans ma poche, attrapé mon manteau et je suis sorti de mon bureau. Je n'ai pas regardé en arrière les rangées de cubicules. Je suis entré dans l'ascenseur juste au moment où l'affichage numérique indiquait exactement 9h01 du matin, mais alors que les lourdes portes d'acier commençaient à se refermer, me coupant de l'environnement toxique dans lequel j'avais survécu pendant 13 ans. Mon téléphone a commencé à vibrer agressivement dans ma main. L'identifiant de l'appelant affichait l'extension du bureau de Julien. C'est à ce moment-là que la panique d'entreprise a officiellement commencé, et je n'avais aucune intention de regarder en arrière. Dès le mardi matin, moins de 24 heures après que je sois sorti par les portes principales, le délicat château de cartes financier qu'était Dubois Logistique Mondiale s'est complètement effondré. De retour chez moi, je me suis versé une tasse de café frais et j'ai ouvert ma tablette personnelle, surveillant les serveurs d'indexation publique de la chaîne d'approvisionnement. Je savais exactement ce qui se passait à leur siège social. Au moment où l'horloge avait sonné minuit, les algorithmes de risque automatisés de la banque prêteuse principale ont tenté de pinguer mon jeton de chiffrement biométrique propriétaire pour valider le flux quotidien de données de conformité. Pour la première fois en 13 ans, le serveur a rencontré un silence absolu parce que ma signature biométrique unique était manquante. Le protocole de sécurité de la banque s'est déclenché automatiquement à 6h du matin. La banque a officiellement signalé Dubois Logistique Mondiale avec un statut de défaut technique d'urgence, gelant instantanément leur ligne de crédit renouvelable de 50 millions de dollars. À l'intérieur du bureau, Brigitte Dubois était complètement inconsciente du désastre imminent. Elle est entrée dans la suite exécutive à 9h30 du matin, portant un sac de créateur et agissant comme si elle possédait le monde. Sa première tâche en tant que nouvelle directrice financière était d'autoriser un virement bancaire de routine de 8 millions de dollars pour régler les paiements à nos fournisseurs de carburants internationaux et aux autorités portuaires. Mais lorsqu'elle a démarré le terminal et tenté d'exécuter le transfert, le système a rejeté ses identifiants. Elle a réessayé, tapant plus vite, son visage rougissant de frustration alors qu'une notification rouge clignotante remplissait l'écran. Accès refusé. Ligne de crédit gelée. Validation de conformité manquante. Elle était complètement bloquée de l'interface bancaire opérationnelle principale. En quelques heures, les conséquences réelles de son incompétence se sont propagées à travers le monde parce que les paiements de carburant n'ont pas été effectués avant la date limite du matin. Des fournisseurs de carburant internationaux furieux ont immédiatement émis un gel complet de toutes les opérations de transit. Dans les principaux ports, de Rotterdam à Singapour, des cargos massifs transportant des millions de dollars de marchandises ont été soudainement immobilisés au quai, interdits de déchargement. Le réseau logistique mondial de Dubois s'est arrêté brutalement, paralysant instantanément la chaîne d'approvisionnement de plusieurs millions de dollars que j'avais passé plus d'une décennie à perfectionner. Laissant des dizaines de clients internationaux premium complètement bloqués sans leur inventaire vital. Mais ce n'était que le début de leur cauchemar. L'alerte bancaire automatisée n'a pas seulement gelé l'argent. Elle a automatiquement déclenché une notification institutionnelle à nos principaux investisseurs et clients. À 11h du matin, les directeurs de nos 3 principaux comptes de fonds souverains internationaux ont reçu une alerte drapeau rouge critique automatisée directement sur leurs écrans d'entreprise chiffrés, les informant que le responsable du personnel clé désigné s'était officiellement séparé de la firme. Rappelez-vous, ces 3 comptes représentaient plus de 70% du revenu annuel total de Dubois.
Au moment où ces gestionnaires de fonds étrangers ont réalisé que je n'audais plus personnellement et ne sauvegardais plus leurs allocations de capital, ils n'ont pas hésité. Ils ont immédiatement invoqué les clauses de sortie strictes de 24 heures que j'avais méticuleusement intégrées dans leur contrat, rendant leurs accords nuls ab initio. Un par un, des avis juridiques formels ont commencé à affluer dans la boîte de réception de Julien, retirant complètement leur capital de l'entreprise et annulant leurs accords pluriannuels. En moins de 4 heures, 80 millions de dollars de revenus projetés ont simplement disparu des comptes de l'entreprise. À midi, le siège social était dans un état de panique absolue et totale. Les téléphones dans la suite exécutive sonnaient sans arrêt avec des appels furieux des autorités portuaires, des capitaines de navires bloqués et des membres du conseil d'administration terrifiés exigeant des réponses. Julien Dubois, réalisant enfin que quelque chose n'allait pas catastrophiquement, a ouvert en claquant les portes vitrées du département financier, criant à plein poumon pour une explication. Il s'attendait à voir une équipe de comptables d'entreprise très efficace réparer un problème mineur du système. Au lieu de cela, il a trouvé sa fille Brigitte pleurant hystériquement à son bureau en acajou, complètement paralysée par la peur. Elle était entourée d'une pile écrasante d'erreurs bancaires imprimées qu'elle ne pouvait pas comprendre, totalement incapable de lire un grand livre général d'entreprise de base ou de comprendre comment naviguer dans un gel de crédit institutionnel international. Chaque once de son arrogance exécutive imméritée s'était complètement évaporée dans l'air. Julien est resté figé au centre de la pièce, regardant les écrans d'avertissement rouge clignotants, une sueur froide perlant sur son front alors qu'il réalisait enfin l'ampleur catastrophique de son erreur. Il s'est tourné vers le personnel financier junior restant, sa voix tremblant d'une désespoir absolu alors qu'il leur ordonnait de récupérer immédiatement mon dossier d'emploi. Il a commencé à crier à son équipe de retrouver mon adresse personnelle et mon numéro de téléphone portable privé, réalisant soudainement que son empire de 120 millions de dollars était en train de s'évaporer à chaque minute. Le mardi après-midi, mon téléphone portable personnel a commencé à vibrer continuellement sur mon comptoir de cuisine. Il n'a pas arrêté pendant 4 heures. Julien Dubois m'a appelé exactement 54 fois en un seul après-midi. Quand je n'ai pas répondu, les messages textes et les messages vocaux ont commencé à s'accumuler, offrant une étude psychologique fascinante de la panique d'entreprise soudaine et désespérée. Les premiers messages vocaux étaient agressifs et pleins d'arrogance exécutive toxique. Il a crié que j'abandonnais mon poste, que je violais mes devoirs fiduciaires explicites et qu'il ferait en sorte que l'équipe juridique de l'entreprise me poursuive pour chaque sou que je possédais si je ne retournais pas immédiatement au bureau pour remettre les codes de sécurité bancaire. Propriétaire. Il a même menacé de me dénoncer pour abus financiers sur personnes âgées, affirmant que mes actions nuisaient aux pensions des membres plus âgés du conseil d'administration, une menace désespérée et sans fondement juridique. Mais au fur et à mesure que les heures passaient et que les ports maritimes mondiaux restaient complètement paralysés, son ton a changé de façon spectaculaire. À 4 heures, la colère avait complètement disparu, remplacée par un désespoir pathétique. « Antoine, s'il vous plaît. » Sa voix se brisa dans le dernier message vocal. « La banque ne parlera pas à Brigitte. Les fonds souverains menacent de se retirer. S'il vous plaît, dites-moi simplement comment débloquer la ligne de crédit. Nous pouvons discuter de votre salaire. Rappelez-moi simplement. » Je ne l'ai pas rappelé. Au lieu de cela, j'ai mis mon téléphone en mode silencieux et j'ai passé l'après-midi à profiter d'une journée de spa professionnelle luxueuse et attendue depuis longtemps. Pour la première fois en 13 ans, je ne surveillais pas une chaîne d'approvisionnement mondiale et ne me précipitais pas pour résoudre une urgence d'entreprise artificielle. Tandis que j'étais allongé là, entouré du parfum d'huile de lavande et de pierres chaudes, un profond sentiment de paix m'a envahi. J'avais donné à cette entreprise toute ma fin d'âge adulte, mon mariage et ma tranquillité d'esprit personnel. Et ils avaient essayé de me priver de ma dignité professionnelle pour un héritage familial. Passer l'après-midi en totale relaxation pendant que leur empire de 120 millions de dollars se fracturait sous le poids de leur propre incompétence était le dégagement d'entreprise le plus satisfaisant que j'aurais pu imaginer. Dès le mercredi matin, la panique a atteint le sommet absolu. J'ai reçu un email officiel du président du conseil d'administration, demandant désespérément une vidéoconférence Zoom d'urgence à 10 heures du matin. Lorsque je me suis connecté à la réunion depuis ma nouvelle tablette personnelle, je n'étais pas assis dans un cubicule exigu près du transit. J'étais confortablement assis dans un magnifique bureau de direction ensoleillé, tenant une tasse de café frais. À l'écran, tout le conseil d'administration semblait complètement terrifié. Julien était assis au centre, l'air d'avoir vieilli 15 ans. Son costume était froissé. Ses yeux étaient injectés de sang et ses mains tremblaient visiblement.
Brigitte était complètement absente, probablement encore cachée dans son bureau, en train de pleurer. Julien n'a même pas essayé de maintenir sa posture dominante habituelle. Il a pratiquement pleuré devant la caméra. « Antoine, Dieu merci, vous êtes venu » balbutia-t-il. « Écoutez, nous avons fait une terrible erreur. » L'annonce du conseil d'administration de lundi, c'était une énorme erreur de communication. Nous vous apprécions plus que quiconque. Le conseil a autorisé un nouveau package exécutif. Nous sommes prêts à vous offrir le titre permanent de directeur financier, un salaire de base astronomique de 750 000 par an et une participation immédiate de 20% dans Dubois Logistique Mondiale. Nous ferons tout ce qu'il faut. Brigitte démissionnera immédiatement. Elle pourra servir simplement d'assistante sous votre supervision directe. S'il vous plaît, Antoine, nous avons besoin que vous signiez les documents de conformité bancaire aujourd'hui. J'ai pris une gorgée lente et délibérée de mon café, regardant directement dans l'objectif de la caméra. Tout le conseil d'administration retenait son souffle, attendant que mon complexe de sauveur se déclenche. Mais cette version loyale d'Antoine Leclerc était définitivement morte. Votre offre arrive 13 ans trop tard, Julien, ai-je dit. Ma voix était complètement calme, portant un poids tranquille et dévastateur. Je refuse, et vous devez savoir que j'ai signé un contrat exclusif hier à 14 h pour devenir le partenaire directeur senior chez Zénith Partenaires. De plus, en raison de votre incompétence pure et simple et de la falsification flagrante de votre fille en vertu de l'article 470 du Code pénal californien. Les directeurs de vos 3 principaux fonds souverains ont déjà finalisé leurs annulations de contrats avec Dubois Logistique Mondiale. Ils sont actuellement assis juste devant mon nouveau bureau dans la salle de conférence de Zénith, attendant que je signe de nouveaux accords logistiques historiques directement avec ma nouvelle firme. Passez un merveilleux reste de trimestre fiscal, messieurs. J'ai cliqué sur le bouton rouge, mettant fin à l'appel Zoom au milieu de la phrase, laissant tout le conseil d'administration stupéfait devant un écran noir, leur empire s'effondrant en poussière. Les conséquences de cet unique appel Zoom furent rapides, brutales et entièrement prévisibles. Incapable de se remettre du gel massif de sa ligne de crédit renouvelable et de la perte instantanée de 70% de ses revenus annuels, Dubois Logistique Mondiale a entamé une spirale mortelle publique rapide. Sans mes algorithmes propriétaires pour gérer leurs expositions fiscales internationales complexes, leurs marges bénéficiaires opérationnelles furent complètement anéanties par des arriérés d'impôts agressifs, des retards d'expédition et des pénalités douanières massives. En moins de 3 mois, la firme autrefois puissante s'est effondrée sous le poids de ses propres dettes et a déposé son bilan complet au titre du chapitre 7. Parce que l'effondrement fut si soudain, ils n'ont pas fourni le préavis obligatoire de 60 jours pour les licenciements massifs, comme l'exige la loi sur l'ajustement et le recyclage des travailleurs, ou Worker Adjustment and Retraining Notification Act, titre 29 du Code des États-Unis. Section 21-101. Ce monumental échec juridique rendit Julien Dubois et le conseil personnellement responsable de millions de dollars en salaires impayés et en pénalités aux employés licenciés. Le conseil d'administration et des investisseurs furieux et trahis ont agressivement évincé Julien de sa propre entreprise, le dépouillant de ses actions restantes et forçant une vente au rabais prédatrice à Zénith Partenaires. Julien perdit toute sa fortune personnelle, son domaine de luxe et la réputation professionnelle immaculée qu'il avait passé une vie à construire. Contraint d'assister au démantèlement de l'œuvre de sa vie depuis les coulisses tout en faisant face à des procès civils massifs pour les violations de la loi Warren. Quant à Brigitte, sa carrière d'entreprise fut ruinée avant même d'avoir réellement commencé. Parce que j'ai remis les preuves de sa falsification aux autorités, elle a fait face à une longue et humiliante enquête criminelle. Elle est devenue une leçon édifiante dans toute l'industrie de la logistique d'entreprise, une risée blacklistée à jamais de toute position exécutive financière. Son arrogance imméritée et son comportement criminel avaient coûté absolument tout à sa famille. Pendant ce temps, ma transition vers Zénith Partenaires fut tout simplement légendaire. En tant que nouveau partenaire directeur senior, j'ai eu une liberté opérationnelle absolue, un package de rémunération massif et le respect professionnel authentique que j'avais gagné grâce à plus d'une décennie de travail acharné. Les 3 principaux clients de fonds souverains internationaux ont effectué une transition en douceur avec moi, transférant leurs 80 millions de dollars d'allocation de capital à Zénith dès mon premier jour. L'industrie a immédiatement reconnu où se trouvait le véritable cerveau financier de Dubois depuis le début, mais ma victoire ne concernait pas seulement la richesse personnelle ou un titre plus prestigieux. Au moment où mon nouveau contrat fut finalisé, j'ai utilisé mon immense levier professionnel pour exécuter une opération de sauvetage complète pour les personnes qui comptaient vraiment.
J'ai systématiquement contacté toute mon ancienne équipe financière junior chez Dubois Logistique Mondiale, les analystes brillants et travailleurs qui avaient été laissés à souffrir sous l'incompétence de Brigitte. Je les ai tous embauchés chez Zénith Partenaires, les sauvant du navire en perdition et leur offrant des augmentations de salaire massives de 50%, des avantages sociaux complets, d'excellentes conditions de travail et le profond respect professionnel qui leur avait toujours été refusé sous la direction toxique de Julien. Ensemble, nous avons construit une nouvelle infrastructure logistique bien plus puissante qui a dominé le marché mondial dès notre premier trimestre. La scène finale de ce long voyage se déroule un autre lundi matin pluvieux, exactement un an après que j'ai quitté cette salle de conférence toxique. Je me tiens devant une immense baie vitrée en verre flotté en Floride, dans mon magnifique nouveau bureau Penthouse, surplombant le vaste horizon de la ville, complètement en paix. Je regarde le lourd trafic matinal en contrebas, tenant une tasse chaude de thé biologique, un sourire serein sur mon visage. Il n'y a pas d'appel téléphonique frénétique, pas de message texte manipulateur et pas d'urgence à régler. Mon temps est enfin le mien, et je suis entouré d'une équipe d'élite qui valorise réellement mon intellect plutôt que d'exploiter ma loyauté. Je réfléchis souvent à la leçon douloureuse mais nécessaire de ma sortie à exactement 9 heures. Le véritable pouvoir professionnel ne vient jamais d'un titre d'entreprise arbitraire accordé par un patron ingrat. Il ne vient pas non plus du sacrifice de votre vie personnelle pour remplir les poches d'un mentor manipulateur. Le véritable pouvoir vient de la valeur intrinsèque inébranlable que vous portez en vous-même, de vos compétences, de votre réputation et de votre refus absolu de laisser quiconque vous traiter comme jetable. Quand je me suis éloigné de cette table de conférence, je n'ai pas eu à saboter activement ou à détruire l'empire de 120 millions de dollars de Julien. Mon absence seule a suffi. Ma sortie calme et calculée n'a pas brisé leur entreprise. Elle a simplement prouvé une vérité indéniable au monde des affaires entier. Je n'étais jamais seulement un employé qui maintenait leur machine en marche. J'étais l'empire depuis le début. Alors que la réalité de la situation se matérialisait pleinement, le contraste saisissant entre le privilège immérité et le mérite véritable devenait impossible à ignorer, forçant un dénouement dramatique. L'air dans la pièce semblait inhabituellement dense, chargé de la tension palpable des conflits tacites et des alliances mouvantes qui définissaient nos opérations quotidiennes. Chaque décision prise à cet instant fugace portait le poids lourd des conséquences inévitables, se propageant pour façonner l'avenir de l'entreprise entière. Ce fut une profonde prise de conscience qui soulignait la dynamique complexe du pouvoir, de la loyauté et de la pure compétence au sein de la suite exécutive moderne. L'environnement d'entreprise est intrinsèquement imprévisible, exigeant une vigilance constante et une prévoyance stratégique de ceux qui naviguent dans ces eaux tumultueuses. Derrière le vernis poli du succès d'entreprise se cache un paysage complexe, souvent toxique, où les égos personnels se heurtent fréquemment à la réalité objective, conduisant à des erreurs de calcul catastrophiques. Ce fut une profonde prise de conscience qui soulignait la dynamique complexe du pouvoir, de la loyauté et de la pure compétence au sein de la suite exécutive moderne. Alors que la réalité de la situation se matérialisait pleinement, le contraste saisissant entre le privilège immérité et le mérite véritable devenait impossible à ignorer, forçant un dénouement dramatique.